Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 18 avril. L'armée soudanaise et les forces de soutien rapide continuent à s'affronter à l'arme lourde pour la 4e journée consécutive à Khartoum et dans plusieurs autres villes, faisant plus de 180 morts et près de 2000 blessés. La candidate à la présidence du gouvernement espagnol et actuelle ministre du Travail, Yolanda Díaz, exprime son intention de revenir à la position traditionnelle de l'Espagne concernant le Sahara occidental en cas de victoire lors des législatives de cette année et qualifie le Maroc de dictature. Le chef de la diplomatie brésilienne, Mauro Vieira, rejette les critiques de Washington accusant le Brésil de se faire l'écho de la propagande russe et chinoise. Et puis la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie par la route à l'importation des céréales ukrainiennes. La Commission européenne désapprouve des initiatives unilatérales. Bonjour à tous. Le Soudan mis à feu et à sang. L'armée soudanaise et les forces de soutien rapide continuent à se rendre coup pour coup au 4e jour d'affrontement, notamment à Khartoum. Des combats intenses à l'arme lourde qui ont fait depuis samedi au moins 185 morts et plus de 1800 blessés. Le point de la situation avec Neila et Hamouda. Rien ne va plus au Soudan. Artillerie lourde et raids aériennes en pleine capitale soudanaise. Les affrontements ont repris de plus belle entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Ce regain de violence n'épargne personne. L'ambassadeur de l'Union européenne au Soudan a été agressé à son domicile sans qu'il ne soit blessé. Un acte condamné par le chef de la diplomatie européenne. Un convoi diplomatique américain au Soudan a été également victime d'une attaque, mais personne n'a été blessé. Selon l'armée soudanaise, la majorité des combats ont eu lieu aux alentours du palais présidentiel et du quartier général de l'armée. Mais l'ambiguïté règne concernant la portée du contrôle sur le terrain pour les deux parties. Ils publient tous des informations différentes et contradictoires. Seule certitude est que la télévision nationale a bel et bien été reprise par l'armée. Abdel Fattah al-Burhan a émis une amnistie pour ceux qui déposent les armes des forces de soutien rapide. De nombreuses tentatives de médiation de la part de plusieurs pays et organisations internationales pour espérer un retour au calme. Les ministères des Affaires étrangères du G7 ont appelé mardi à l'arrêt immédiat des combats au Soudan. Ces affrontements font régner la terreur alors que les familles terrées chez elles sans électricité ni eau courante tentent de survivre avec leur stock de nourriture. Des civils et des militaires soignés dans des hôpitaux qui manquent de tout. L'OMS s'inquiète car l'heure n'est pas à l'accalmie. Et comme vous venez de l'entendre, les tentatives en vue d'apaiser la situation au Soudan se multiplient. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, en déplacement actuellement au Japon, s'est entretenu ce mardi séparément avec les deux leaders rivaux luttant pour le pouvoir au Soudan et a insisté sur l'urgence d'aboutir à un cessez-le-feu. Ce matin, j'ai appelé les généraux Al-Burhan et Hamiti, les exhortant à accepter un cessez-le-feu de 24 heures pour permettre aux Soudanais de retrouver leur famille en toute sécurité et obtenir des secours dont ils ont désespérément besoin. J'ai dit très clairement que toutes les attaques, menaces, dangers posés à nos diplomates étaient totalement inacceptables. S'il est mis en œuvre avec succès, un cessez-le-feu de 24 heures peut créer une base sur laquelle s'appuyer pour un arrêt plus durable des combats et un retour aux négociations sur une fin durable des hostilités. De son côté, le chef de l'agence humanitaire de l'ONU, Martin Griffiths, s'est dit horrifié par les morts et le pillage de l'aide, ajoutant qu'il était crucial que les combats cessent pour que les aides reprennent.
Je vous disais en titre, la candidate à la présidence du gouvernement espagnol et actuelle ministre du Travail, Yolanda Díaz, a réaffirmé sa position de soutien au peuple sahraoui et à la légalité internationale, exprimant son soutien, ou plutôt son intention de revenir à la position traditionnelle de l'Espagne concernant le Sahara occidental en cas de victoire lors des législatives prévues pour la fin 2023. Lors d'une interview accordée à un journaliste espagnol, la numéro 3 du gouvernement espagnol, qui se présentera sous la bannière d'une nouvelle plateforme politique baptisée Sumar, a par ailleurs qualifié le Maroc de dictature, des positions saluées par le représentant du Front Polisario en Espagne, Abdullah Arabi. Et de son côté, le groupe de travail du Forum de Sao Paulo a réaffirmé son soutien au renforcement de la coopération et de l'amitié entre la République arabe sahraoui démocratique et les gouvernements des États d'Amérique latine et des Caraïbes. Les participants au forum ont exprimé leur volonté de continuer à appuyer la lutte du peuple sahraoui et son seul représentant légitime, le Front Polisario, jusqu'à la décolonisation totale du Sahara occidental. Et pendant ce temps, le colonisateur marocain est au bord du gouffre avec une situation sociale et économique des plus précaires. En témoigne le surendettement dans lequel baigne le royaume, l'hyperinflation et quelques 13 000 entreprises menacées de faire faillite en 2023. Mohamed Amin Berkane. Le dernier indice d'insolvabilité, Allianz Trade, un des leaders mondiaux des solutions d'assurance crédit, révèle que 13 000 entreprises marocaines sont menacées de faire faillite en 2023, avec une stagnation pour 2024. Selon ce rapport, le nombre d'entreprises susceptibles de déposer le bilan est supérieur de 5% à celui de 2022 et 53% supérieur à celui de 2019. Cette tendance classe le Maroc en 4e position des pays qui connaissent le plus grand nombre d'entreprises en situation de faillite dans le monde, après la Pologne, l'Espagne et la Hongrie. Devant l'incapacité des autorités marocaines à faire face aux conséquences inhérentes à la crise sanitaire du Covid-19, ainsi qu'aux répercussions de la crise économique mondiale, avec son corollaire, le nombre de petites et moyennes entreprises qui mettent les clés sous le paillasson ne cesse d'augmenter depuis 2019 au Royaume. Une tendance accélérée par l'augmentation des taux d'intérêt à 3% dans les banques marocaines, ce qui a ralenti le cours d'investissement. De 6 260 en 2020, le nombre d'entreprises en faillite a atteint 10 552 en 2021 et 12 397 en 2022 pour se stabiliser cette année et l'année à venir à hauteur de 13 000. Selon toujours le même rapport, 41% des entreprises ayant déclaré faillite se trouvent dans l'axe d'Al-Baïda-Rabat-Tanger, qui compte le plus grand nombre d'entreprises au Maroc. Pour ce qui est des secteurs d'activité, 33% de ces entreprises actives dans le commerce, 21% dans l'immobilier et 15% dans les travaux publics. Au début du mois courant, l'agence financière américaine Fitch Solutions a baissé ses prévisions de croissance économique pour le Maroc de 3,4% à 1,8%, soit près de la moitié au titre de l'année 2023. Une révision motivée par le ralentissement constaté de la croissance de 1,6% lors de la publication du PIB du 4e trimestre de l'année 2022. Allez, au Proche-Orient, les forces de l'occupation sioniste ont bouclé hier soir les principales entrées menant à la ville d'Ariha avec des points de contrôle militaires et procédé à la fouille des véhicules, empêchant plusieurs citoyens de quitter la ville.
Dans l'actualité également, le président russe Vladimir Poutine s'est rendu ce mardi dans la région de Kherson pour rencontrer les militaires qui sont déployés dans le cadre de l'opération spéciale russe. Il a notamment visité l'état-major du groupement militaire Dniepr. Lors d'une réunion, le président russe a demandé aux militaires d'exprimer leur opinion sur la situation sur les axes de Kherson et de Zaporizhzhia et d'échanger des informations. Poutine a également visité l'état-major de la garde nationale Vostok en République populaire de Lougansk. De son côté, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, poursuit sa visite au Brésil où il s'est entretenu avec son homologue brésilien et exprimé la gratitude de Moscou pour la position équilibrée du Brésil à l'égard de la crise ukrainienne et sa volonté de contribuer au processus de paix. De son côté, Mauro Vieira a rejeté les critiques de Washington qui a accusé le Brésil de se faire l'écho de la propagande russe et chinoise sur le conflit en Ukraine. Réunis au Japon, les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 ont convenu que la Russie devait retirer d'Ukraine immédiatement et sans condition toutes ses troupes. Le ministre japonais des Affaires étrangères, Hayashi Yoshimasa, a notamment évoqué auprès de ses homologues le conflit russo-ukrainien. Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 cette fois-ci, nous avons eu un échange de vues franc et détaillé sur la situation en Ukraine. Le G7 a convenu que la Russie devrait retirer toutes les troupes et tous les équipements d'Ukraine immédiatement et sans condition pour continuer à imposer des sanctions sévères à la Russie et de continuer à soutenir fermement l'Ukraine. Et alors que la prolongation de l'accord sur les céréales fait l'objet de nouveaux soubresauts entre la Russie et l'Ukraine, Kiev fait face à une décision plutôt inattendue de la part de la Pologne, de la Hongrie et de la Slovaquie d'interdire les importations de céréales ukrainiennes. Une décision qui n'est pas du tout du goût de Bruxelles. Les détails avec Kherdim Bataj. La prolongation de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes une nouvelle fois menacée. La prorogation du délai de validité de l'accord en question jusqu'au 18 mai prochain pourrait du coup ne pas survenir. La Russie aurait publié une liste de demandes liées à un accord connexe sur ses propres exportations de ce type. De son côté, l'Ukraine a déclaré lundi qu'une initiative négociée par l'ONU permettant l'exportation en toute sécurité de céréales ukrainiennes en mer Noire était en danger d'annulation. Motif invoqué par Kiev, un refus russe d'inspecter les navires au niveau des eaux turques. Kiev qui dans le même temps fait face à une décision sévère infligée par la Pologne et la Hongrie, pays membres de l'Union européenne, d'interdire les importations de céréales en provenance d'Ukraine. Raison invoquée par Varsovie et Budapest, la protection des agriculteurs locaux. Et pour cause, les problèmes logistiques entre Moscou et Kiev font que des stocks de céréales s'entassent en Pologne. Conséquence, les prix locaux sont en baisse. Des manifestations d'agriculteurs ont déjà mené à la démission du ministre polonais de l'Agriculture. Un protectionnisme qui n'est toutefois pas du goût de Bruxelles. L'Union européenne a critiqué la décision unilatérale prise par la Pologne et la Hongrie. Celle-ci ne serait pas acceptable selon la Commission, car susceptible de déstabiliser le marché agricole. La politique commerciale est une compétence exclusive. En d'autres termes, c'est au niveau de l'Union européenne que de telles décisions peuvent être prises. Et donc, c'est pour cela que nous avons dit qu'une décision unilatérale ne peut être prise en ce moment. Il y a une suspension des droits tarifaires car c'est très important de continuer à soutenir l'Ukraine en ces moments très difficiles. Malgré les apparences, la valeur des exportations ukrainiennes de produits agricoles vers l'Union européenne a bondi de 88% sur un an 2022. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.